Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, au Cameroun, des milliers d'élèves anglophones fuient vers les régions francophones pour y être scolarisés. Ils ont été privés d'école à cause du conflit entre les groupes séparatistes et l'armée camerounaise. Son art est porteur de réflexion. Il exhume le passé colonial pour proposer un nouveau regard sur l'histoire de l'Afrique. Samy Baloji est notre invité. Les girafes menacées d'extinction silencieuse. À l'échelle du continent, leur nombre a diminué de 40% ces 30 dernières années. Nous irons au Kenya dans une réserve qui tente de les protéger. Au Cameroun, depuis que le mouvement séparatiste anglophone a appelé au boycott scolaire en 2016, les exactions contre les écoles se sont multipliées. Le 24 octobre dernier, à Kumba, 7 élèves étaient assassinés lors du massacre perpétré dans leur école. Par peur, de nombreux étudiants fuient vers les zones francophones pour y être scolarisés. Les éducateurs y ont ouvert des écoles anglophones exclusivement réservées aux déplacés. Nos correspondants se sont rendus dans l'un de ces établissements. Reportage signé Bernard Samuel Pomme, Regina Sondo et Michel Pondo. L'hymne national du Cameroun entonné à l'heure du rassemblement dans cette école spécialement créée par des enseignants anglophones pour 300 élèves déplacés. Somebody who is poor is better than somebody who is dead. Chaque jour, Valérie Epier, le directeur de cet établissement, essaye de fournir une éducation aux enfants anglophones privés d'école depuis 4 ans. En 2018, l'enseignant s'est ainsi installé ici à Loum, en zone francophone, après avoir fui le bastion séparatiste de Tombel, dans le sud-ouest anglophone. La plupart de ces gens en brousse nous connaissaient. Ils nous envoyaient des messages. Ils nous écrivaient et parfois, ils allaient jusqu'à kidnapper des gens. Ils prenaient aussi des enseignants. Pour échapper aux enlèvements, des enseignants et des milliers d'élèves ont été contraints à l'exode, comme Solange, 15 ans. Elle raconte avoir vu son tuteur brûlé vif par des assaillants non identifiés. Soulagée d'avoir intégré cette école depuis la rentrée, elle espère désormais pouvoir réaliser ses rêves professionnels. Je suis déterminée à aller à l'école parce que je suis décidée à devenir infirmière ou médecin. Quand la crise a commencé, on a dû rester à la maison pendant 1 an et ça nous a beaucoup affectés. La reprise a été très difficile. Avec la recrudescence des attaques, les écoles pour anglophones se sont multipliées en zone francophone. Mais il est difficile de trouver un logement pour tous ces jeunes déplacés. À 100 mètres de l'école, ce centre abritait une soixantaine d'élèves anglophones sans famille. Mais ces dortoirs sont désormais vides car la fondation qui les hébergeait a été accusée par le pouvoir camerounais de soutenir les séparatistes. Une accusation démentie par ce responsable de l'organisation. Pour lui, cette fermeture complique encore plus la scolarisation des élèves déplacés. Ici, il y avait des jeunes filles que nous avons pris le temps de sélectionner. On savait qu'elles avaient vraiment besoin d'assistance. Et maintenant que le centre a fermé, elles n'ont plus cette aide et elles ne peuvent plus aller à l'école. Voir la guerre se terminer et retrouver le chemin des classes dans leur région d'origine, un espoir qui s'éloigne pour ces élèves anglophones, alors que le souvenir de leurs 7 camarades tués à Kumba le 24 octobre dernier est encore dans tous les esprits. Questionner l'héritage colonial, éplucher et recomposer les archives dans un grand télescopage entre passé et présent, une méthode appliquée par l'artiste Samy Baloji depuis 15 ans maintenant. Bonjour Samy Baloji, merci d'être avec nous. Alors, pouvez-vous nous parler de votre processus de création? Vous associez votre pratique artistique à un travail de recherche dans les archives? Oui, en effet, je travaille avec l'archive simplement parce que, en quelque sorte, l'archive me permet ou m'a permis de rentrer en contact ou de rencontrer l'histoire coloniale qui n'est pas forcément enseignée dans les institutions ou à l'école au Congo. Et évidemment, ces archives m'ouvrent un champ assez énorme sur la continuité des effets coloniaux jusque dans notre univers contemporain. À travers votre art, vos créations, est-ce que vous voulez proposer une nouvelle façon de regarder l'histoire de l'Afrique et de réfléchir notamment à la colonisation et au rapport entre l'Afrique et l'Occident? Je pense que l'histoire n'est pas forcément figée, en tout cas dans la manière du vécu quotidien, dans ce sens que on ne peut pas séparer l'histoire de manière radicale en parlant du passé
précoloniale, coloniale et postcoloniale, mais dans la vie active, toutes ces histoires-là s'imbriquent et c'est assez intéressant de travailler sur les différentes possibilités de lire l'histoire ou de vivre ces histoires-là et de voir comment elles influent finalement au travers des expériences individuelles sur notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière d'exister au monde. Vous venez de créer 2 immenses sculptures devant le Grand Palais à Paris. Quelle est leur signification? Je crois qu'elles explorent les angles morts de la colonisation en tissant une trame subtile entre la prédation minière au Congo et les cuivres abandonnés par la fanfare de l'armée coloniale en Louisiane que d'anciens esclaves ont ensuite récupérés pour créer leur propre parade. L'idée de sculpture était de partir du brass band, qui est cette culture musicale qui, à la base, passe de la fanfare militaire vers une pratique culturelle dans la Louisiane coloniale française. Et l'idée, c'est de voir comment cette pratique musicale va se répandre partout au monde, y compris au Congo. Cette musique émane en quelque sorte d'une histoire coloniale, en ce sens que le passage de la fanfare militaire vers les esclaves se passe au moment où les révoltes à Saint-Domingue se mettent en place par les esclaves, jusqu'à ce que l'Haïti va se créer comme premier État indépendant porté par de Noirs. Et cette victoire va évidemment fragiliser la présence coloniale française en Louisiane, qui va finir par revendre à l'Amérique ce territoire. Et donc, en quelque sorte, cette musique, la manière dont elle est pratiquée encore aujourd'hui, elle part d'un moment assez important, à la fois un moment de révolte et un moment de prise de parole, et un moment de victoire. Vous exposez à Paris, Venise ou encore New York, vivez en Belgique et étiez récemment en résidence artistique à la Villa Médicis à Rome. Mais tout semble vous ramener à votre matrice, le Congo. Oui, je suis né au Congo et j'ai grandi au Congo. Et en quelque sorte, ce pays m'a façonné, ce territoire m'a façonné. Et ma manière aussi de regarder l'ailleurs passe finalement par tout cet héritage-là que je remets en question, que je questionne. Et je pense que être en Belgique ou être à Paris ou aux États-Unis, il y a des très forts liens avec le Congo au niveau de l'histoire, au niveau politique. Et c'est assez intéressant finalement de regarder le monde à partir de ce point de départ qui est évidemment le Congo ou encore le Lubumbashi. Quel regard portez-vous sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident aujourd'hui? L'Afrique et l'Occident ont une histoire évidemment de plus de 5 siècles et cela se passe par évidemment des moments de traite négrière, mais aussi un moment de colonisation. Mais ce qui est plus intéressant et plus pertinent en ce moment, c'est comment arriver à créer un espace commun, comment arriver à reconnaître ces diversités qui émanent de ces espaces-là. Merci Samy Balogi d'avoir été avec nous dans Afrique Hebdo. Et je le rappelle, on peut découvrir vos différentes œuvres au Grand Palais et à la galerie Imad Fares à Paris. Au milieu de la savane kenyane, la réserve de Luazaba tente de sauver les girafes. Leur population n'a cessé de se réduire au cours de ces dernières décennies, au point que l'espèce est désormais menacée d'extinction silencieuse. Les gardes du parc, aidés par la population, surveillent ces mammifères majestueux afin de mieux connaître leurs habitudes pour les protéger. C'est un reportage de Marc de Chalvron et Baptiste Rimbert. En Afrique de l'Est, elles font tellement partie du décor qu'on pourrait les croire éternelles. Et ce d'autant plus qu'il est relativement facile de voir des girafes en groupe dans les nombreuses réserves du continent. Là, il y en a une quinzaine autour de nous. Et pourtant, les girafes se font de plus en plus rares, avec de moins en moins d'espace pour vivre, chassées par des hommes de plus en plus nombreux
victimes également de braconnage. On est en train d'assister à ce qu'on appelle une extinction silencieuse. Les gens chassent la girafe pour la viande, pour vivre. Une girafe peut nourrir un gros village pendant plusieurs jours. En 30 ans, le nombre de girafes a diminué de 40%, considéré aujourd'hui comme une espèce vulnérable qu'il convient de protéger. Ce chercheur dirige une étude sans précédent sur les girafes. Il s'agit de les recenser, de suivre leurs mouvements, dans le but final de mieux les protéger. C'est une femelle. Les cornes des mâles sont plus grandes et plus dures. On utilise ces photos pour dire combien il y a de girafes ici. Et pour l'aider à mener cette étude inédite, Simon Massaïné dispose d'une centaine de caméras comme celle-là. Voilà les appareils qu'on utilise pour suivre les mouvements des girafes. On estime qu'il y a 17 500 girafes aujourd'hui au Kenya. Et pour les protéger, Bonjour, comment ça va? Simon Massaïné s'appuie d'abord sur les populations locales. Je me répète, mais il faut continuer à nous dire quand est-ce que les girafes sortent des limites du parc. Les habitants sont donc mis à contribution pour s'assurer que les animaux restent en sécurité à l'intérieur du parc. Eux, les anciens mangeurs de girafes, ont bien constaté la baisse importante du nombre d'animaux ces 30 dernières années. Avant, c'est vrai qu'on chassait les girafes ici. Mais c'est fini. Maintenant, on les protège. Ce serait une catastrophe si les girafes disparaissaient complètement de cette zone. Je veux que mes petits-enfants voient les girafes comme nous avant. Les gardes du parc ont tous été recrutés dans les environs pour s'assurer du soutien des communautés locales, fondamental pour enrayer l'inquiétant déclin des géants de la savane. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur France 24.